Salut à tous, bienvenue pour la 8ème de l'émission Auto Hebdo. On est ravis de vous retrouver pour vous parler, certes, de tout ce qui s'est passé ce week-end, mais cette partie, vous comprendrez, ira très vite, donc on vous parlera surtout de ce qui va se passer le week-end à venir avec nos chers spécialistes Mathieu Chambenois, Cyprien Juillard. Comment ça va, messieurs ? Écoute, ça va. Après un week-end, comme tu l'as dit, peu dense, donc on se prépare pour le prochain. Tout pareil, week-end de repos, donc là on est prêt Exactement. pour un week-end qui va être beaucoup plus intense avec toutes les disciplines phares. Donc Voilà, on vous donne un petit peu les secrets d'Auto Hebdo, bien évidemment. Je salue mon comparse Valentin Glo, qui part d'ailleurs dans quelques instants pour Bahreïn et pour la finale du WEC. Nous étions tous les deux sur le pont ce week-end, à vous informer sur autohebdo.fr. On vous félicite d'ailleurs. Voilà, Bravo. Bravo. vous comprendrez que les deux personnes dans ce canapé ont vaqué à leurs occupations et c'est bien normal, mais donc ce week-end, il y avait de la NASCAR, la finale de la saison avec le deuxième titre de champion pour Kyle Larson. On avait également le titre qui s'est joué en Super GT et eh bien la manche de TCR World Tour en Chine. Et ça, en fait, vous l'avez compris, donc ce sera au début de l'émission. On commence par les résultats du week-end avant d'enchaîner plutôt sur le week-end qui s'annonce avec d'abord notre question hebdo. Est-ce que la promotion de Rookie 2025 n'est-elle pas finalement la meilleure du 21e siècle en Formule 1? Et au niveau des enjeux du week-end, alors là on s'est dit on va vous faire plaisir, il y aura les enjeux du week-end en Formule 1, en WRC, en WEC et en MotoGP, bref, une émission qui s'annonce ma foi fortement sympathique et pleine d'enjeux surtout. Commençons donc par les résultats du week-end, c'est parti. La NASCAR, c'était donc la finale du championnat, la finale des 3 championnats d'ailleurs des séries nationales, avec le titre de Corey Haim en truck, de Jesse Love en Xfinity et surtout le titre de Kyle Larson, double champion désormais de la NASCAR Cup Series, après un final nascarien finalement, aurait-on envie de dire, un restart à 2 tours de la fin, Denny Hamlin qui avait dominé l'épreuve jusque-là, 208 tours menés sur les 319, il était en tête de la course, à 3 tours de la fin, crevaison pour William Byron, drapeau jaune. Hamlin prend 4 pneus, Larson n'en prend que 2, et c'est finalement Kyle Larson qui termine 3ème de la course et qui s'offre le titre. Victoire de Ryan Blaney, qui avait déjà terminé plusieurs fois 2ème à Phoenix, dont l'année de son titre en 2023, et là enfin, il s'impose, donc au moins, l'honneur est sauf pour le Team Penske. En Super GT, un nouveau titre pour le duo Shotsuboy Kenta Yamashita, c'est un 3ème titre consécutif déjà en catégorie GT 500 pour la paire japonaise, et enfin en TCR World Tour, c'était en Chine cette fois-ci, 3 victoires françaises, mesdames, messieurs, et ça se fait évidemment. Aurélien Comte qui remporte la course 1 et la course 3, et entre les deux, eh bien, c'est Yann Erlaché qui a remporté la 2ème joute et qui se place très bien pour le titre du TCR World Tour. Voilà, c'était donc un tour d'horizon assez succinct, vous l'aurez compris, des résultats du week-end, ce qu'on fait habituellement en fin d'émission, mais maintenant, eh bien, rentrons dans le vif du sujet, commençons par la question hebdo. La question hebdo, cette semaine, vous pouvez y répondre, on rappelle, à partir de 20h sur autohebdo.fr. 20h d'ailleurs, juste pour information, c'est en même temps que la mise à disposition du magazine en version numérique. Donc allez-y, répondez en même temps que vous lisez le magazine de la semaine avec pas mal d'interviews et d'analyses, bien sûr. Mais donc la question qu'on vous pose, est-ce que la promotion 2025 des rookies en Formule 1 est la meilleure du 21e siècle ? Et je me tourne vers vous, messieurs, pour déjà vous dire qu'on est vieux, parce que donc, on peut commencer à avoir un quart de siècle de rookies devant nous, quand même, et on les a tous vus. Et donc ça, c'est terrible. on les a vus arriver, repartir pour beaucoup, et être toujours là pour certains quand même. C'est terrible. Mais donc, Mathieu, je veux bien que tu me dises en premier, est-ce que pour toi, oui ou non, ou la promotion 2025 est la meilleure du 21e siècle ? Écoute, je vais me risquer à répondre oui. Je vais me risquer parce qu'à mon avis, vous allez prendre le relais sur les grands noms qu'on a eu auparavant. Mais mon argument principal, effectivement, c'est le fait qu'on a une densité de rookies cette saison qui est vraiment assez hors norme. On en a 6, effectivement, si on ratisse large, mais je trouve qu'on en a vraiment 4 qui sortent du lot, avec notamment Bierman, Bortoleto, Adjar et forcément Antonelli, avec Mercedes. Et donc, on a ces rookies qui sont déjà prêts, qui ont accumulé beaucoup de kilomètres par rapport à des périodes qui sont maintenant un petit peu plus lointaines, dans lesquelles, effectivement, ils arrivaient beaucoup moins préparés à la Formule 1. Ils ont beaucoup roulé, ils se sont beaucoup entraînés, pour beaucoup... Même, effectivement, tous, là, en l'occurrence, ceux que j'ai cités, faisaient partie d'académie, donc ont eu un encadrement pour leur préparation qui est là. Et puis, on le voit au niveau des résultats. Les résultats, ils sont bons. Antonelli, il est monté sur un podium. Adjar aussi. Bortoleto, il a déjà été étincelant à plus d'une reprise, notamment en Hongrie, où il a fait un super Grand Prix. Bierman, c'était très récent, parce que c'était au Mexique. Et donc, je trouve que, quelque part, être capable, dans une saison de rookie, d'avoir autant de jeunes pilotes qui découvrent, pour certains en tout cas la Formule 1, dans une compétition comme ça avec du haut niveau, avec des voitures qui sont dominantes devant, avec des champions du monde sur la grille, mine de rien, et je trouve qu'on n'a pas eu ça beaucoup, et outre les noms qui sont forcément très étincelants, si on revient un petit peu par le passé, et dès le début on n'a pas vu ça tous les ans non plus. Oui, parce que la question est assez... la question a ce petit côté, on peut l'interpréter un peu comme on veut, parce que est-ce que c'est la meilleure, mais est-ce qu'on peut juger ?
là aujourd'hui Et on n'a par pas de leur recul avec performance de rookie, ou Voilà. alors est-ce que ça va être par le recul et leur carrière à venir? Et là, c'est peut-être là-dessus, Cyprien, que toi tu veux nous emmener. Ouais, parce que moi je suis assez d'accord avec Mathieu sur ce qu'il dit par rapport à la densité de la grille actuelle. Par contre, là où je pondère un peu, c'est qu'en effet on n'a pas de recul par rapport à d'autres. On a aussi vu des saisons de pilotes rookies qui ont été exceptionnelles, des pilotes qui peut-être après n'ont pas confirmé ou autres. Aussi, ce qu'il faut noter, je trouve, c'est qu'on est à une ère où la Formule 1 est plus serrée que jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rookies ont à peu près tous des voitures capables de jouer les points. Pas forcément tous les week-ends, mais régulièrement, voire même de faire des très bons résultats, comme Berman, comme Adjar, comme Antonelli, même si chez Mercedes c'est un peu différent. Donc je trouve qu'on a eu par exemple des rookies qui étaient des très bons pilotes, mais qui étaient dans des voitures très mauvaises et qui du coup n'ont pas pu s'exprimer lors de leur saison de rookie. Je pense par exemple à Mick Schumacher, qui était champion de F2, qu'on a mis dans la pire as de l'histoire en 2021 avec Nikita Mazepin, et les deux étaient à des années-lumière de jouer les points. Donc je trouve qu'il faut un peu nuancer ça. Maintenant, là où je suis d'accord, c'est qu'en effet, on a quand même des pilotes qui sont tous bons, voire très bons, qui arrivent à faire jeu égal avec leurs coéquipiers, ce qui n'était pas le cas tout le temps des rookies. Et puis surtout, je trouve aussi qu'on reviendra dans quelques années, mais les pilotes du cru 2025 ont tous des avenirs qui semblent s'écrire dans les meilleurs scénarios, c'est-à-dire Antonelli, c'est le futur de Mercedes, Adjar, c'est le futur de Red Bull, Berman, c'est le futur de Ferrari, et Bortoleto, c'est le futur d'Audi, mais peut-être aussi le futur de McLaren, parce qu'il était lié à McLaren avant d'aller chez Sauber. Bien sûr. Donc on se dit quand même, ces gars-là, on est capable de les voir encore pendant des années, même Colapinto chez Alpine, qui est en train de négocier sa prolongation. Si Alpine a une très bonne voiture l'an prochain, qui dit que Colapinto ne sera pas un candidat pour le titre, on extrapole un peu. Non, mais c'est vrai, ça fait partie de cette possibilité. Et c'est vrai que c'est là où je dirais non, là, tout de suite, à l'instant T, même s'ils sont très impressionnants. Mais voilà, moi, j'estime qu'il faut quand même avoir ce recul. En fait, elle a le potentiel, cette saison, pour être la meilleure des QV des rookies qu'on a eu depuis 2001. Maintenant, il y a quand même une valeur étalon qui est pour moi absolue. C'est 2001, justement, parce que, excusez-moi... Le lycée de l'espace. Déjà, pour commencer. Et surtout, c'est l'année d'Enrique Bernoldi. Voilà. Il n'y a eu que lui. Voilà, il n'y a eu que lui en rookie en 2001. Et là, je me rends compte d'un truc terrible, c'est que beaucoup d'entre vous ne voient pas du tout qui est Enrique Bernoldi. Beaucoup d'entre vous étaient peut-être même pas nés quand il a fait ses débuts en Formule 1. Non, 2001, c'est surtout l'année où Fernando Alonso, Kimi Raikkonen et Juan Pablo Montoya ont fait leur début en Formule 1 au même Grand Prix en Australie. Il y en a un qui est toujours sur la grille actuelle, on tient à le rappeler quand même, ce cher Fernand. Mais enfin voilà, Alonso, Raikkonen, Montoya, ils étaient arrivés... L'un était déjà un peu superstar, Montoya était champion en IndyCar, il avait gagné Indy 500. Les deux autres étaient complètement inconnus. En tout cas, Alonso avait fait de la F3000, mais Raikkonen, lui, arrivait avec un bagage très, très faible. Et ils ont vraiment ébloui ensuite, et leur carrière ont pris un tournant monumental. Et donc, c'est là quand même où, pour 2025, j'estime qu'ils ont une terrible chose à aller faire, c'est essayer de battre 3 titres mondiaux globalement sur une promotion de rookie. C'est faisable, mais encore une fois, on n'a pas le recul. Et puis après, encore une fois, par exemple, Alonso, ça revient tout à fait sur ce que je disais. Alonso, ses débuts, c'est dans une Minardi de fond de grille, dans laquelle il ne pouvait pas vraiment espérer grand-chose. Donc, c'était aussi plus dur de se mettre en avant. Bien sûr. Donc, encore une fois, si le barème, on prend juste la saison rookie, celle de 2001 est sûrement moins bonne que cette année, en ratio de points marqués par les rookies ou de top 10, puisque c'était pas. Mais Montoya a gagné un Grand Prix. Montoya a gagné un Grand Prix, tout à fait. C'est pour le moment, c'est vrai qu'aucun rookie cette année a gagné un Grand Prix. Mais en effet, si on prend sur la carrière, je trouve que le cru 2001, avec 3 pilotes comme ça, est assez exceptionnel. Et moi, ça me permet de dire que l'année que je préfère, c'est 2019. Puisque je trouve qu'en 2019, alors j'adore 2001 aussi, mais une autre saison qui a été particulièrement prometteuse, on a eu George Russell, on a eu Lando Norris chez McLaren, et on a eu Alex Albon. Ouais. Et ces 3 pilotes qui aujourd'hui font partie des meilleurs de la grille. Alors Lando Norris, il sera peut-être champion du monde en fin d'année, ce qui se rapprochera déjà de ton chiffre de 3 titres. Il y en aura peut-être un. Bah oui, après l'avantage, c'est que comme Fernando Alonso va avoir son 3e titre l'an prochain, il y aura toujours un titre d'écart, tu vois, donc c'est bien. Et ce 3e titre, il est avec nous dans la pièce? Il est juste à côté de la 33e victoire. Tu es dans le déni, Michael. Je vois les deux. Quoi qu'on lui souhaite évidemment à faire. Non, mais Norris, chez McLaren, ça a quand même été bon dès le début, voire très bon. On a été quand même assez bluffé quand il était avec Carlos Sainz. C'était quand même assez bluffant, les performances de Norris. Alors qu'il avait déçu en F2, globalement. On s'attendait à ce qu'il marche sur la saison de F2, et c'est Russell qui avait remporté. Et exactement, il finit 2e derrière Russell. Et Russell, pareil, la première saison, c'était avec Kubica en 2019. Ouais. Et il marche sur Kubica, qui est quand même un pilote aussi assez exceptionnel. Et pareil, Russell, encore une fois. Oui, mais Kubica met un point. Et Russell, non, je suis désolé. C'est ce que j'allais dire.
C'est factuel, mon cher Cyprien. Excusez-nous, bienvenue en des pros, hein, bien sûr. Non, mais je t'aurais dit oui pour 2019 s'il y avait eu Leclerc dans le lot. Et Leclerc, c'est 2018, et j'ai du mal quand même à mettre à ce niveau-là parce que. Ouais, en fait, on l'inclut souvent dans la même génération, mais c'est vrai qu'il y a une année. Ils n'ont pas fait leur début en même temps. Ouais, il était rookie chez Ferrari cette année-là, voilà. Leclerc. Il gagne 2 grands prix, lui. Donc, et Gasly, rookie en 2017, techniquement, on peut dire. Enfin, 2017 et 2018. Ouais, c'est plus compliqué avec Gasly. Mais... Voilà, c'est un peu compliqué à placer. Donc voilà, non, il y a eu. Mais je pense que cette promotion a de quoi faire du très très bon. Et puis. On était aussi en attente d'une promotion de rookie assez bonne, parce que ces dernières années, il y avait de moins en moins de jeunes pilotes qui débutaient en Formule 1. Il y avait eu un espèce de bouchon. On sortait d'une année où, pour la première fois, il y avait une grille identique d'une année sur l'autre. Ce qui est quand même complètement fou. Ouais. Donc là, le bouchon a sauté, et on a plein de pilotes, justement, qui ont pu faire leur début cette année. Ça va être pareil dans les années à venir, certainement. Déjà, l'an prochain, il y aura une stabilité qui sera assez présente, et puis il y aura dans quelques années encore un renouvellement de la grille avec des bons pilotes. C'est un petit peu le cycle toujours de ces années-là, mais moi je dirais donc non. À la réponse actuelle, pour moi, non, ça n'est pas la meilleure promotion du XXIe siècle. Redemandez-nous dans 5 ans, quand on fêtera la 1000e de l'émission, et là, oui, peut-être que ce sera la meilleure. Ils auront peut-être tous un titre d'ici là. Bon, bah moi, écoute, pour répondre clairement, je vais dire non, mais. C'est-à-dire... Bon courage à la personne qui va faire le sondage. Hein, non, mais exactement par rapport à ce qu'on a dit, c'est-à-dire pas encore, mais avec quand même de très belles perspectives pour tous ces jeunes hommes, et puis par rapport à ce que Mathieu disait tout à l'heure aussi, sur le fait qu'ils arrivent moins préparés qu'à une époque, mieux préparés qu'à une époque, je suis pas forcément d'accord, parce qu'il y a eu quand même une époque où les rookies arrivaient avec des milliers de kilomètres de tests privés, où les tests n'étaient pas réglementés. Aujourd'hui, ils ont quand même le simulateur qui lui n'est pas réglementé et qui... on s'en rend compte du coup, est très proche de ce qu'est la Formule 1, donc ça les aide beaucoup, mais je suis quand même toujours bluffé de voir des pilotes qui arrivent de Formule 2, et qui ont peut-être même très peu d'expérience en Formule 2, et qui arrivent à faire des top 10 en Grand Prix. Je pense à Franco Colapinto, qui avait une demi-saison de F2 quand il arrive et qui n'a pas roulé en F1 avec des anciennes voitures pendant 40 000 km. Donc, non plus, mais Isaac Hadjar, c'est celui qui avait le moins roulé aussi en début de saison. Bien sûr. Par rapport à Antonelli et Isaac Hadjar, quasiment tout de suite, il était dans le rythme. Pareil, Bortoletto a peu roulé aussi finalement, parce qu'il a rejoint l'académie McLaren pendant sa saison de F2. Donc je trouve que ces pilotes ont quand même un truc, je sais pas si c'est dans leur préparation mentale, physique, si les F2 se rapprochent, alors pourtant ils disent tous l'inverse, mais je suis quand même à chaque fois assez étonné de la façon dont ils s'adaptent rapidement. Et toi, Mathieu ? Oui, c'est la meilleure promotion. C'est la meilleure promotion parce que justement, ils arrivent à surpasser le fait d'être arrivés jeunes et à performer malgré tout. Voilà donc notre avis sur cette question. Donnez-nous le vôtre évidemment sur autohebdo.fr à partir de 20h, dans les commentaires de la vidéo aussi. On va évidemment lire tout cela et vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à commenter l'émission et ça nous fait vraiment plaisir. Allez, on va maintenant se projeter déjà sur le week-end à venir. On va partir avec les enjeux des différentes catégories. Et ce week-end, la Formule 1 sera au Brésil, à Interlagos, la patrie d'Ayrton Senna, pour le Grand Prix de Sao Paulo. Et oui, ça n'est pas le Grand Prix du Brésil depuis quelques années, hein. C'est pareil que Mexico, qui n'accueille plus le Grand Prix du Mexique, mais le Grand Prix de Mexico City. Mais on va quand même dire Grand Prix du Brésil, c'est quand même beaucoup plus simple. Pour tout le monde, la bagarre pour la 2e place du championnat constructeur s'intensifie, parce que on ne va pas vous parler évidemment de la lutte pour le titre mondial des pilotes, on en a déjà bien suffisamment parlé, il n'y a qu'un point d'écart entre les deux pilotes McLaren, mais entre Ferrari, Mercedes et Red Bull, il n'y a que 10 points d'écart pour la 2e place du championnat, qui vaut quand même quelques millions, Cyprien. Ça vaut quelques millions, puis c'est aussi une façon de sauver la saison pour certains. Je pense à Ferrari qui traverse une année moyenne finalement, parce que pas de victoire, donc forcément quand on est Ferrari, on veut et surtout on doit gagner des courses. Je pense que cette P2 au constructeur, ce serait un bon moyen de sauver un peu cette année. Ils sont pour le moment dans la lutte, ils sont 2e. Il va falloir quand même lutter face à Mercedes qui est historiquement assez performante, mais au Brésil, en tout cas sur cette génération. On se souvient que George Russell avait remporté la seule victoire de Mercedes en 2022, sa première en Formule 1. Donc évidemment le Brésilien, le Britannique sera tout à fait à l'aise à mon avis au Brésil, mais il y a aussi Lewis Hamilton qui lui est brésilien. Oui c'est ça, lui il est citoyen brésilien. Voilà, alors lui est citoyen brésilien, donc de cœur en tout cas, donc c'est un peu compliqué. Alors lui on sait qu'il adore le Brésil. Il nous a fait sûrement, ce qui est pour moi en tout cas sa meilleure prestation en Formule 1 en 2021, avec une remontée assez folle, avec aussi un week-end sprint. Attention à Lewis Hamilton, peut-être son premier podium avec Ferrari, il est passé très proche ces dernières semaines. Il va de toute façon falloir que les 2e pilotes, globalement, fassent la différence, puisque on sait que chez Red Bull, il y a Max Verstappen qui marque 90% des points. Chez Mercedes, on a George Russell qui est assez en avance aussi sur Antonelli, et pareil chez Ferrari avec Charles Leclerc. Donc pour moi, Ferrari est l'équipe qui va être la mieux armée
pour aller chercher cette deuxième place. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont le meilleur deuxième pilote actuellement. Lewis Hamilton, alors ça fait bizarre toujours de dire que c'est un deuxième pilote, mais au classement c'est ça, et puis ces dernières semaines il est quand même très performant, l'ami Lewis, donc il va à mon avis faire la différence, encore une fois sur un circuit qu'il adore, donc je vois Ferrari repartir du Brésil en deuxième position. Tu parlais de ce rapport entre les hommes forts et les seconds pilotes, c'est vrai que pour Lewis Hamilton il sort d'un Grand Prix du Mexique en l'occurrence un petit peu plus contrasté dans le sens où il était très bien parti, il sort avec un véritable coup dur sur le plan mental, il l'a dit, je pense pas refaire de podium, ou ne serait-ce que des victoires avec Ferrari sur la fin de la saison. On sentait que c'était un petit peu maintenant ou jamais pour lui, en tout cas dans son esprit. Ça va être compliqué de repartir à la bataille, même si on sait qu'il y parvient toujours, ça fait partie de ses marques de fabrique. Tu parlais d'une des performances, si ce n'est la performance la plus impressionnante de la part de Lewis au Brésil. La performance la plus impressionnante pour Max, elle est aussi au Brésil, parce que Verstappen, il l'a réalisé l'année dernière, il est parti de la 17e place sous la pluie, et il gagne devant les deux Alpines, on va en parler ça aussi, mais c'est vrai que quelque part, ça peut être une belle lutte, et Max Verstappen, pour moi, est le pilote le plus attendu ce week-end, après la performance extraordinaire qu'il a réalisée l'an passé. Et je profite, Mathieu, tu les as cités, mais je profite surtout de ta tenue rose aujourd'hui pour parler d'Alpine, forcément, parce que Alpine revient sur les terres de leur double podium de 2024. Je pense que personne ici ne l'a oublié, et surtout ne se dit encore, mais mon Dieu, comment ont-ils fait ? Comment ont-ils fait ? C'était fabuleux. Alors, j'ai écrit dans le conducteur de l'émission, pour tout vous dire, avec quelles ambitions. Bon, on se doute bien que les ambitions ne sont évidemment pas les mêmes, mais est-ce qu'on n'est pas là aussi sur un week-end qui devrait être fondateur pour la suite des choses et pas juste pour la fin de saison ? J'ai du mal à te dire oui, parce que pour moi, Alpine ne peut rien fonder sur la fin de cette saison. Ils ont clairement abandonné le projet. On voit clairement que les pilotes, mis à part se batailler entre eux sur les circuits effectivement sur lesquels ils arrivent un petit peu à se détacher de ce fond de grille, ils restent quand même à truster les dernières places. Donc, mis à part encore une fois ce scénario extraordinaire, parce qu'ils ont quand même bien été aidés par un scénario assez formidable. C'était de la folie l'an dernier, oui. Mis à part scénario extraordinaire, malheureusement, non, à la régulière, Alpine ne peut rien espérer, et donc véritablement rien fondé là-dessus. Je pense qu'ils attendent sagement l'an prochain. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire, c'est continuer de tester, continuer de prendre de l'expérience, même si on ne sait pas vraiment la valeur que ça aura pour l'an prochain. Je suis un peu moins radical que Mathieu sur le sujet, parce que c'est un week-end sprint, et qu'on sait que les week-end sprint, ça ouvre forcément plus d'opportunités. En plus, on a une météo qui est à voir, elle peut évoluer dans les prochains jours. On annonce peut-être de la pluie pendant le week-end sur différentes séances. Le principe des week-end sprint, c'est que vous avez qu'une seule séance d'essai, vous devez être prêt pour les qualifications sprint. Ça, on l'a vu tout au long de la saison et au cours des années précédentes, c'est quelque chose qui aide les plus petits constructeurs, puisque ça leur permet des fois de surprendre les gros, parce que eux ont tout de suite mieux réglé la voiture. Et je pense qu'Alpine est capable, Pierre Gasly notamment est capable, sur une qualif sprint, d'aller chercher une Q3, une SQ3, plutôt, et d'aller chercher et d'aller accrocher les points. C'est pas impossible. Je pense honnêtement que hors course sprint et hors circonstances de course, comme tu l'as dit, folle, Alpine marquera plus de points d'ici la fin de la saison. Ouais. Gasly, son seul objectif, à mon avis, sa seule possibilité, c'est d'espérer une course sprint ou des circonstances folles, mais ça dépend pas de vous, alors que le sprint, ça dépend de vous. Et puis le deuxième enjeu pour Alpine, il est de l'autre côté du garage, c'est Franco Colapinto, c'est l'avenir de Franco Colapinto. On a tous été très durs ici avec Franco Colapinto, moi le premier. On se l'est fait reprocher par beaucoup d'Argentins qui ont attrapé Auto Hebdo sur les réseaux sociaux. On les salue, on bien les salue. sûr. Pas très content de notre traitement de Franco Colapinto, de la situation de Franco Colapinto. Aujourd'hui, on est obligé de leur dire qu'en effet, Franco Colapinto est beaucoup mieux. Franco Colapinto bat Gasly en qualification, bat Gasly en course. Franco Colapinto a montré du caractère à Austin en dépassant Gasly contre les consignes de son équipe, ce qui a beaucoup plu à Fabio Briatore, je pense. Maintenant, Colapinto joue son avenir, on nous annonce qu'il est proche de prolonger, on sait aussi qu'il apporte beaucoup de sponsors. À mon avis, lui, il va falloir qu'il livre un nouveau week-end très propre pour montrer qu'il est en effet le pilote qu'il faut à Alpine l'an prochain. Surtout encore une fois, on avait parlé de l'an passé et ça n'avait pas été le cas. L'an dernier, ça n'avait pas été le cas avec Williams. En effet, ils s'étaient mis dans le mur. Bon, ils étaient beaucoup. Albon aussi, les deux Williams avaient mis. Oui, mais je crois qu'ils étaient. Ils étaient 5 cette sortie, je crois en qualif. Il y avait eu 5 drapeaux rouges, il me semble, sous la pluie. Donc, on va pas lui jeter la pierre là-dessus à Colapinto, mais il a quand même fait beaucoup d'erreurs cette année, des erreurs coûteuses. Donc là, à mon avis, il faut juste qu'il fasse un week-end propre, surtout s'il pleut, et qui montre qu'il est en effet le second pilote qu'il faut à Alpine pour 2026. Moi, je salue en tout cas ta volonté d'apaiser les relations franco-argentines. Je pose simplement une question. Est-ce que ta présence dans l'émission est peut-être liée à une rétribution financière à chaque fois que tu prononces le mot Colapinto, puisque là, je pense que tu viens de te payer des vacances à Ibiza. Non, par contre, si je prononce Mercado Libre, je prends 100 € à chaque fois. Ah, oui. Ça peut être pas mal, effectivement. Le Grand Prix du Brésil, c'est donc ce week-end. Vendredi, qualification sprint. Samedi, sprint et qualification du Grand Prix. Tout
Tout ça sera évidemment à suivre sur autohebdo.fr en live texte et dans le magazine de la semaine prochaine. Mais lisez d'abord celui de cette semaine, évidemment. Ce week-end, c'est la finale du WEC, également les 8 heures de Bahreïn, qui auront donc lieu sur le circuit de Sakhir. L'enjeu principal, de toute façon, est lié bien aux titres mondiaux, que ce soit le titre mondial des constructeurs ou celui des pilotes. Le titre des pilotes, c'est vraiment un grand avantage pour Ferrari, et ça va même plutôt se jouer, on a l'impression, entre eux, même si la Porsche numéro 6 a encore ses chances. Par contre, au titre constructeur, Ferrari a 39 points d'avance sur Porsche, ce qui paraît être un gouffre. Ce qui semble être un gouffre quand on voit le début de saison, mais quand on regarde les dernières courses de WEC, on rappelle que globalement ici, Porsche doit remporter les 8 heures de Bahreïn et espérer que Ferrari ne finisse pas dans le top 10. On grossit le trait, il y a beaucoup de possibilités pour que l'une des deux soit titrée, et puis pour Cadillac, il faut vraiment gagner et espérer que les deux aient pas mal de difficultés. Mais quand on voit les dernières courses, Mathieu, Porsche monte en puissance, la numéro 6 notamment, qui s'est imposée à Austin, qui a fait podium également à Fuji. Alors que les Ferrari, elles sont dans un petit marasme depuis Sao Paulo. C'est vrai que ça a plus gagné depuis un moment. Depuis Le Mans, tout simplement. C'est ça. La vérité, c'est que Porsche va vouloir finir en beauté aussi. Évidemment, c'est la dernière pour Porsche en hypercar. Donc, en termes de dynamique et en termes d'enjeux, on va dire court terme, Porsche semble avoir les armes. D'autant plus que forcément la BOP a été plutôt, j'allais dire, un petit peu moins clémente envers Cadillac, mais le pari reste ouvert entre les deux premiers. Maintenant, effectivement, voilà, Ferrari va pouvoir avoir le luxe de gérer son avantage, là où Porsche va devoir véritablement gagner et compter sur une méforme, en tout cas une bévue de la part des Ferrari. Ouais, je pense que Porsche vont être obligés d'être offensifs, en effet, t'as raison là-dessus. Après, c'est toujours pareil, est-ce qu'on préfère être dans la position du chasseur ou du chassé? C'est toujours le grand débat. Je pense que Ferrari, vu l'avance qu'ils ont, a quand même un sacré matelas, ça devrait le faire pour eux. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce petit côté immatériel, ce petit supplément d'âme qui va animer, je pense, les équipages Porsche qui, comme tu l'as dit Mathieu, bouclent leur aventure en WEC cette année. On pense à Mathieu Jaminet, par exemple, qui va lui quitter Porsche. Certains pilotes, pour le moment, leur avenir est encore incertain, donc ils doivent aussi se montrer, même s'ils se sont déjà montrés tout au long de la saison, mais c'est peut-être aussi pour eux l'occasion, pour ceux qui n'ont pas encore de contrat, de rebondir. On sait qu'il y a encore des places à prendre chez Genesis, etc., peut-être chez Alpine également, donc voilà, on pense à Kevin Estre, on ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, donc avantage à Ferrari, mais l'histoire serait quand même magnifique pour Porsche, ce serait fini sur une belle note. Et justement, tu parles de Kevin Estre, et je vous propose qu'on l'écoute, justement, Kevin, avant cette finale du WEC à Bahreïn. Well, the key is the consistency, obviously. I think we've made very good races since Le Mans, with podium finishes or just outside the podium. And yeah, our strengths, the execution of the race, which has been our strengths last year, and continue to be our strengths this year. So yeah, even if when the quali was not great, we always executed well the race, as it was the case, for example, in Fuji last time. So yeah, we just hope to do a great execution again in Bahrain and hope to clinch these titles. Et on en profite également pour vous dire qu'on retrouvera dans l'émission de la semaine prochaine Valentin Glo, qui sera comme toujours notre envoyé spécial sur la dernière manche du WEC, et sur toutes les manches du WEC d'ailleurs, et donc on vous fera un petit duplex, encore une fois depuis Bahreïn, pour l'émission de la semaine prochaine. En WRC, messieurs, première balle de match pour Elfyn Evans. Alors là, je peux vous dire qu'à mon avis, il doit être fébrile, mais ça y est, Elfyn Evans peut devenir champion du monde ce week-end, c'est le rallye du Japon. Sur les terres de Toyota en plus, ce serait vraiment de bonne aloi. Est-ce que Sébastien Ogier peut l'empêcher d'aller chercher ce titre? Évidemment, il peut, puisque c'est un peu le principe, mais est-ce qu'après le dernier rallye, ça ne va pas devenir un petit peu compliqué? Tu parles d'un Elfyn Evans fébrile, il l'est pas, en tout cas quand il s'agit du Japon, parce qu'il a gagné les 2 dernières éditions de ce rallye. Donc c'est vrai que... En étant à chaque fois hors de la lutte pour le titre. Donc à voir, j'ai hâte de voir ce que ça va faire. Tu as raison, le contexte est différent, mais c'est vrai que là, pour l'instant, il est dans une position avantageuse. Très intéressant de voir, étant donné qu'il fait des rallyes souvent très solides, sans forcément toujours les gagner, notamment là dans les derniers temps en Europe centrale et au Chili, où il s'est bien placé, mais il n'a pas été dominateur. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il est capable d'une part de gagner et d'autre part de conserver son avantage. Et puis pour Sébastien Ogier, l'enjeu, il est surtout le fait de rester en piste, parce que quand il reste en piste, il domine tout simplement. C'est ça. Il a dominé au Chili de la tête et des épaules sans erreur, et si on enlève effectivement cette crevaison, sortie de piste en tout cas, qu'il a subi en Europe centrale, et bien tout le reste, il était devant. Donc ça va être intéressant de voir ça, et puis je pense que voilà, il y a aussi un enjeu par rapport à Rovanperä qui lui sort encore une fois d'un rallye d'Europe centrale excellent,
et qui est à égalité de points avec 234 points avec Ogier, Sébastien Ogier. Ouais. Voilà. Ouais. Et qui va, on rappelle, partir en monoplace. Donc lui aussi, il veut terminer sur une bonne note. C'est vrai. C'est comme Porsche, en effet. Des départs en fanfare, en tout cas Rovanperä espère. Pour revenir sur Evans rapidement, Evans, il a en effet cette régularité, presque la régularité du champion finalement, on a envie de dire. Il a plus gagné depuis un moment maintenant, il était assez fort en début de saison. Ouais. Puis ensuite, il a eu quand même une vraie période de creux où Ogier et Rovanperä sont revenus, notamment parce que les deux ont gagné des rallyes et ont gagné Bien avec sûr. des belles marges à chaque fois. Mais Evans, tu l'as dit Mathieu, en ce moment, il est placé, il est toujours placé. Et quand un coup c'est Ogier qui abandonne, un coup c'est Rovanperä qui a une crevaison et qui perd du temps, lui pour le moment il passe un peu entre les gouttes. Le Japon en effet c'est son terrain de jeu, il y a la pression, comme tu l'as dit Michael, de jouer un titre mondial. Evans il a jamais été titré, donc est-ce que c'est pas là où l'expérience d'un Ogier qui est 8 fois champion du monde va faire justement la différence? Est-ce que Rovanperä, qui lui n'a plus rien à perdre finalement parce qu'on l'a dit, quitte le WRC et qui en plus est déjà double champion du monde, va peut-être aussi pouvoir jouer là-dessus? Rovanperä, je mets quand même un bémol, Rovanperä déteste le rallye du Japon, il a jamais été bon sur cette épreuve. Ouais. Après, Rovanperä, il déteste aussi les rallyes sur asphalte normalement, et cette année il a quand même gagné aux Canaries et gagné en Europe centrale. Donc bon, et il est en train de se découvrir une nouvelle passion, c'est presque dommage qu'il quitte la discipline du coup. Donc à mon avis, on va avoir un trio Toyota qui va se détacher, qui va être assez serré. Les Hyundai devraient être encore en retrait. Ouais, Surtout c'est rude pour Hyundai cette année. Ouais. Bah, c'est rude, puis surtout que là il repasse sur la E20 2024. Donc c'est quand même un aveu d'impuissance assez terrible pour Hyundai. Donc match à 3 entre les Toyota. Mon petit prono, c'est quand même qu'on va avoir un Sébastien Ogier dominateur, et je vois Evans deuxième et Rovanperä troisième un peu plus loin. Ouais, c'est très cohérent. Encore une fois, les erreurs éventuelles pourraient encore être le juge de paix de ce rallye. Ça a été le cas au Chili, ça a été le cas en Europe centrale, donc on verra si c'est à nouveau le cas au Japon. Puis les erreurs et les pneus en cook aussi qui font des siennes, donc à ça fait. à voir. Et pour terminer l'émission, on va parler MotoGP. Et tiens non, un Luca Bartolomeo sauvage est apparu. Comment ça va? Eh bien, ça va pour une fois reposer. C'est vrai, ça y est, il a terminé toutes ses courses qui étaient en Océanie et en Asie. Voilà, Enfin. Il a enfin pu dormir un week-end. Et moi, ça me fait plaisir vraiment pour toi, Lucas, d'avoir pu dormir. Et en plus, il reste le Portugal et Valence. Donc au moins là, c'est l'autoroute du kiff. Les horaires sont tout à fait corrects et tout à fait européens. Ce week-end, au Grand Prix du Portugal, Nicolo Bulega va faire ses débuts en MotoGP. Et là, je vous vois en train de vous dire, mais très bien, Michael, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Nicolo Bulega remplace Marc Marquez. Et là, c'est plus intéressant, Lucas. Exactement. Qui est-il finalement? Et Nicolas Bulega qui fera sa première course en MotoGP, mais qui était un habitué des championnats du monde, puisqu'il disputera sa 100e course en championnat du monde à l'occasion du Grand Prix du Portugal. Il en a déjà fait 50 en Moto 3 et 49 en Moto 2, si je me trompe pas. Et les portes de la catégorie ne s'étaient pas ouvertes à lui à ce moment-là. Pour rappeler un petit peu son parcours, il avait été repêché par Ducati pour débuté en championnat du monde de Supersport, où il avait été champion du monde à la fin de la saison 2023. Il avait ensuite évolué en Superbike, où il a terminé 2 fois vice-champion derrière Toprak Razgatlıoğlu, le Turc qui sera titulaire chez Pramac l'an prochain. Exactement. Mais il va du coup devancer le Turc ce week-end et effectuer ses débuts en MotoGP avant lui. Donc voilà, c'est une petite victoire sur le championnat qu'il a perdu cette année. Oui, je pense que Toprak lui laisse allègrement parce que au bout du deuxième Grand Prix déjà de la saison 2026, il dit, ah bah, salut Nicolo, allez, j'ai fait un Grand Prix de plus. Et voilà, exactement. Peut-être qu'il va en faire 2, Nicolo Bulega, on n'est pas à l'abri puisque Marc Marquez est voilà. absent. Exactement. jusqu'à On la sait que fin de Marc Marquez saison. est absent aussi à Valence, donc Nicolo Bulega qui devrait logiquement effectuer le Grand Prix de Valence aussi. Ça va être intéressant de suivre ce qu'il fait pour ses débuts en MotoGP et puis pour ses débuts avec la GP25. C'est le 4e pilote, le 5e pilote pardon, qui aura l'occasion de l'essayer cette saison. Et puis c'est important pour Ducati, puisque Nicolo Bulega c'est le pilote test de la marque depuis juin avec Michele Pirro. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience sur les Pirelli, et donc c'est très important qu'ils prennent part à des courses de MotoGP. Donc dans le cadre du développement de la marque, c'est un week-end qui va être intéressant à suivre. Oui, puisque Pirelli, on rappelle, sera manufacturier du MotoGP MotoGP en 2027. Et alors, allez, j'ai envie de terminer sur une note d'espoir pour les Français quand même. Est-ce que Fabio Quartararo ne pourrait pas nous faire un bon résultat ce week-end à Portimao, parce que c'est un week-end avec un horaire un petit peu différent, notamment le dimanche. Exactement, donc on se souvient du Grand Prix de Malaisie où l'horaire avait déjà été un petit peu différent, de manière... À cause de l'accident de Noël Villers, qui,
Heureusement d'ailleurs, petit aparté, Ouais. je me permets de le faire, mais C'est important. Noah Detwiller est dans un état stable et il a commencé d'ailleurs son réveil et il communique maintenant avec ses proches, donc on est très heureux de cela. Et José Antonio Rueda, lui évidemment, se remet, mais de blessures plus physiques, on va Ouais. dire. Et donc voilà, c'est très plaisant d'avoir eu ces nouvelles-là, effectivement, les deux pilotes. Voilà, donc le terrible accident en Moto 3 qui avait du coup chamboulé un petit peu le planning du Grand Prix de Malaisie. Le Moto 2 avait eu lieu après le MotoGP et Fabio Quartararo était arrivé en débrief en disant la piste était beaucoup plus propre, il y avait moins de caoutchouc dessus et j'ai pu trouver du grip sur les premiers tours, ce qui me manque d'habitude Habituellement. avec la Yamaha. On voit souvent Fabio Quartararo qui fait des bonnes qualifications. Sur les 5 premiers tours, il dégringole véritablement dans la hiérarchie avant de De se stabiliser et de peut-être remonter en fin de course. Ouais. Là, il a pu garder sa 4e place pendant plus de la moitié de la course avant de céder face à Joan Mir et Franco Morbidelli. Mais donc au Portugal, c'est le cas chaque année. La course de Moto 3 a lieu après la course de MotoGP. Donc il y a moins de courses avant le dimanche et ça pourrait représenter un nouvel avantage pour la Yamaha. Donc en cas de bonne qualification de Fabio Quartararo, on pourrait croire à, si pas un top 5, peut-être un podium du français. Fabio Quartararo, il faut le rappeler, il a gagné au Portugal en 2021 et en 2022. Donc c'est un circuit qu'il adore et ça va être très intéressant de suivre le français sur sa M1 ce week-end. Ouais, puis s'il nous fait une 6e pole en plus, ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Ça commencera à en faire quelques-unes, clairement, sur cette saison. Merci Lucas, en tout cas, pour cette partie MotoGP. On rappelle, tout ça, ce sera à suivre tout le week-end sur autohebdo.fr et à retrouver dans le magazine de la semaine prochaine. Mais le magazine, dont la couverture est juste là, la une, elle est magnifique, elle est présente ici. Et bien, vous pouvez le retrouver dès 20h, donc en version numérique, et mercredi en kiosque, comme d'habitude. Merci beaucoup Cyprien, merci Lucas. Merci Mathieu, qui, comme vous le savez, vous en avez l'habitude, nous regarde de là où il est. Là. Je le vois, je lui fais d'ailleurs coucou. Je lui adresse un salut républicain. Salut l'ami. C'est l'heure vraiment de terminer cette émission. Oui, merci beaucoup de la suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et merci pour tous vos messages. Ça nous fait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, ciao. Ciao.